Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui de la semaine 3, qui s'étale du 12 au 18 janvier, que j'espère là aussi enregistrer petit à petit tout en rattrapant la fin du retard. Parce qu'il reste plus que 52, 1 et un bonus pour 2025 à terminer, et on est à jour. Ça fait plaisir ça. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit peu accéléré sur le rythme du rattrapage, ça fait plaisir, on est un peu dans une phase Komorebi très cool, grâce à mon changement de rythme de sommeil, qui a bien fonctionné, un peu moins le week-end. J'ai perdu 2 et 3 heures de journée, mais bon bah, je suis pas trop décalé, je suis pas trop fatigué. Peut-être que je vais arrêter d'être fatigué tout le temps et d'être malade tout le temps grâce à ça. J'ai un peu trop tiré sur la corde, hihi. Il y a eu un chouï d'escalade, vraiment, c'est fou que je sois possessif comme ça, mais je préfère tellement ma salle que la deuxième de la ville. Et c'est vraiment la seule que j'ai pas aimée en plus. J'en ai fait 3 ou 4 autres dans des villes à plus ou moins 2 heures de route. Et la seule que j'aime vraiment pas, c'est la deuxième de ma ville. J'aime pas le style, j'aime pas l'ambiance. C'est catastrophique. Et pourtant, il y a pas mal de trucs qui me sont utiles pour les compétitions que j'aime bien faire en ce moment, donc pas le choix que d'y aller un peu. Sinon, j'ai fait un peu de gaming avec les copains. On a refait Pico Park, à 2. Ça perd quand même un peu de son intérêt. À 2, c'est quand même bien simple à bosser ensemble, et c'est un peu moins intéressant, on va pas se le cacher. Voilà quoi, sinon, vie tranquille, on kiffe. On est parti pour une autre semaine où j'espère terminer de rattraper le retard, peut-être, on verra bien. Où j'ai une compétition qui m'attend samedi, puis les copains, puis un repas en famille le dimanche. Ça va être chargé la fin de semaine. Donc je vais essayer de charger Komorebi en début de semaine. On verra bien ce qui se passe. On avance bien. Si déjà je suis à jour en février, vu le retard que j'avais, ce sera pas mal. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, et pour l'instant je n'en connais qu'une seule de la liste. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 5 de JoJo's Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind. Je continue à faire des bordels temporels dans ma tête. Tout à l'heure, j'ai parlé des volumes 1 à 3 dans l'épisode que j'ai enregistré en début de soirée. Puis j'ai lu le 5 et j'en parle. C'est pas évident. Et par contre, en mettant le son là de Spider-Man, pour signifier que c'est une bonne note, je me questionne sur si je l'ai fait dans l'épisode précédent, sur le volume de Golden Wind numéro 4. Alors c'est pas quelque chose de très signifiant, que ça m'étonnerait pas que j'ai pu oublier l'avoir fait, mais c'est aussi possible que j'ai oublié de le faire. C'est pas la même chose, et c'est peut arriver aussi, c'est pas très grave. Voilà. Volume 5, très prenant. On continue notre petite présentation de chacun des membres de l'équipe avec son petit arc dédié. Là, on termine celui de Narencia. On finit de découvrir son stand et ses subtilités. C'est un avion qui poursuit un petit peu automatiquement les respirations autour de lui. Et Narencia a une sorte de viseur où il peut détecter ses respirations autour de lui et décider laquelle il cible. Encore une fois, assez situationnel, mais quand même bien plus pratique que celui de Abakio. En rôle défensif ou poursuivant, ça marche bien. En duel pur, c'est compliqué. Mais il s'en sort bien. C'est montré comme un ahuri dans le volume précédent. Il termine en étant sacrément solide et sacrément intelligent finalement, et j'aime bien ce personnage. Il me fait vraiment kiffer Narencia. Assez vite, il arrive à acculer son adversaire, qui est plus petit que lui depuis le début du duel. Mais bon, comme c'est son pouvoir, il en profite pour grandir à la dernière seconde et retourner la situation. Lui de taille normale contre un Narencia d'une vingtaine de centimètres, je ne sais plus, un truc comme ça. Le match est peut-être un petit peu déséquilibré. Donc il le torture facilement, en l'écrasant de toute sa hauteur, en l'enfermant dans une bouteille avec une araignée qui est extrêmement dangereuse vu la taille de Narencia. Mais en même temps, il est tellement confiant qu'il lâche quelques infos assez intéressantes.
Tout d'abord, un flashback de lui et son groupe de 9 potes assassins qu'on va s'attendre à avoir sur la route de nos héros plus tard, qui sont là pour prendre la place du boss, ça on le savait déjà, mais deux d'entre eux ont cherché l'identité du boss dans leur coin et ont été sacrément punis. Et le boss en a profité pour montrer ça à tout le monde, histoire de bien dissuader le groupe, c'est terrifiant. J'ai pas hâte de rencontrer le boss, il a l'air sacrément dangereux. Donc ça fait qu'on est parti pour avoir 9 assassins au total, ou 7 vu qu'on a déjà 2 de morts, avant l'intrigue. Ça se tient du coup niveau timing des tomes. Parce que si on en bat un par volume, on s'arrive au 12e, après il en reste 4 ou 5 pour conclure, ouais. Et il donne une autre information qui est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Trish, la fille qu'il protège, doit avoir un stand, sinon son chef le boss n'aurait pas d'intérêt à cacher quoi que ce soit. Et effectivement, la seule information qu'elle pourrait avoir sur son père, c'est un lien au niveau du stand. Ça se tient. Mais qu'est-ce qui est encore plus malin que ça? C'est Narencia qui arrive à remporter le combat en étant minuscule, grâce à un grand coup super malin et courageux. Pour retourner la situation, à son tour, ça marche bien. Donc, et l'étape suivante, récupérer un moyen de transport sécuritaire pour se protéger des assassins, en allant chercher une clé à Pompéi. Ils sont 3 à y aller. Dans le groupe, il y a Fugo, et c'est lui qui est mis en avant, parce que c'est le dernier qui nous reste à traiter. On a eu Giorno dans le test, on a eu Bruno dans le duel du début, on a eu Abakio sur le bateau, Mista arrivé à bon port, Narencia on vient de l'avoir, il reste Fugo, qu'on a du coup à Pompéi. Il est enfermé dans un miroir tout seul par son ennemi, ce qui est un pouvoir plutôt balèze, et en plus il peut séparer le stand du corps, ce qui est un pouvoir absolument monstrueux. Comment est-ce qu'il peut perdre? La question se pose. On découvre le pouvoir de Fugo. Euh, Son stand met des coups hyper violents dans tous les sens, à l'instar de son porteur apparemment. Pour l'instant c'est pas vu, ou justement c'est caché et c'est tout dans son stand. Et ces coups libèrent du virus mortel absolument partout. Ok, à voir comment ça sera traité, et à voir comment il va pouvoir s'en sortir grâce à ça. C'était pas l'élément qui m'a le plus intéressé du volume. Narencia a monté le niveau super haut, et j'ai beaucoup aimé surtout la confrontation entre Giorno et Abakio sur les objectifs. Abakio en mode notre mission c'est la clé, je fonce la clé quoi qu'il arrive, et Giorno est en mode bah, y a Fugo pas loin de nous, dans un truc qu'on comprend absolument pas, peut-être ça pourrait être bien de l'aider, de comprendre, de faire quoi que ce soit. D'autant plus que ça crée une situation bien de merde qu'Abakio aille chercher la clé. C'est très prenant, ça marche bien. J'aime bien le fait d'avoir un groupe d'antagonistes très clairs, avec des objectifs très clairs, et des mini-courses contre la montre constamment. Le côté mafieux marche bien. Franchement, la partie, elle est cool. Et paraît donc finalement moins aléatoire que la partie 4, qui va avoir des trucs beaucoup plus déjantés et cool, mais aussi des trucs beaucoup trop déjantés et mauvais. Mais là, encore une fois, un très bon volume. Ensuite, j'ai lu le volume 6 de JoJo's Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind. Le système marche plus ou moins bien, hein. J'ai enregistré tous les jours cette semaine. C'est-à-dire que j'ai lu mon tome de lundi, j'ai enregistré. Mardi, j'ai eu trop tard. Mercredi, je me suis fait terrasser par un peu de shopping et ça m'a détruit la gueule. Et sans doute un peu de fatigue de la veille. Jeudi, j'ai pas eu le temps. Vendredi, j'ai bossé sur un autre gros épisode. Ce qui fait qu'on se retrouve là, samedi matin, avec 50 minutes avant de devoir se préparer pour partir en compète et être dispo que ce soit très tard. Et on a 5 œuvres de retard. Donc on va pouvoir y aller, quasiment faire la semaine entière d'un coup finalement. Le système fonctionne de fou. Mais au moins, j'étais réveillé, debout et en forme à 7h30. Alors depuis, juste pris mon petit déj, lu un manga et traîné. Mais c'est déjà ça, parce que normalement à 10h13, je dors encore. Et là, je suis déjà en train d'enregistrer, donc c'est déjà ça de gagner. Et donc oui, ce volume de Golden Wind, qui pour moi était censé présenter la fin du combat mettant à l'honneur Fugo, celui-ci disparaît totalement. C'est dommage là-dessus, parce qu'en soi, on l'a vu se faire capturer,
on l'a vu, continuer à se battre quand même. On a vu que son stand, il était hyper violent et qu'il tapait un peu au hasard, même à l'extérieur. Il est pas spécialement mis en avant, pas spécialement passionnant. Même, Abbacchio qui a eu, le moins de présentations jusqu'ici, il était largement plus réussi plus tôt. Là, Fugo, c'est largement le moins présent et pertinent en D6. Et justement, c'est Abbacchio qui lui vole, la vedette. On a un petit flashback où c'était un bon policier, où il a fait une erreur monumentale et où depuis il est prêt à toujours tout assumer pour corriger ses fautes et ses erreurs et ne plus laisser tomber, personne. Et c'est pour ça maintenant qu'il est à fond dans le respect, de sa mission, dans tous les sens. Ça marche bien, hein. Il se fait vraiment mettre très à mal par le stand, adverse. Il fusionne avec son stand, il est découpé en morceaux, mais il continue d'aller à fond dans le plan de réussir à amener la clé jusqu'à Giorno, pour que Giorno puisse s'enfuir avec l'idée de la mission réussie. Très cool, voilà, Abbacchio a littéralement, bouffé le combat, et Fugo est inexistant. Très cool pour Abbacchio, c'est dommage pour la construction globale, du coup. Et on assiste à la conclusion de tout ceci avec Giorno pardon, qui, s'ajoute dans le combat, qui est là quand même pour sauver ses potes, parce que lui, il sait que, bon, on a besoin d'être tous ensemble, et que se soutenir, c'est important pour aller, jusqu'au bout, et qu'on peut avoir à la fois la réussite de la mission et ça. Même s'il fait un plan, méga dangereux, hein. Il s'injecte le virus et il rentre dans le miroir pour, faire flipper et faire des erreurs à son adversaire. Ça marche bien, mais bah, c'était, prêt à sacrifier de fou si on n'avait pas eu encore un gros coup de chatte pour faire suivre un personnage. Ah non, je dis encore, mais c'est des choses qu'on aura dans le prochain volume. Pardon, je me mélange entre ce que j'ai lu et ce que j'ai traité. Mais c'est vrai qu'il y a souvent le cas dans cette partie, des trucs, où les personnages auraient dû bien mourir ou au moins bien souffrir et au final, bah, ça va, grâce à des trucs, un peu à la con. Oui, il a créé une créature avec son pouvoir. Oui, la créature a survécu au virus parce qu'elle est née dedans. Oui, comme ça simplement tu peux récupérer l'antidote. C'est un peu abusé. J'aime pas trop la conclusion de ce combat et j'aime pas trop le fait que ça a fait disparaître Fugo. Heureusement, Abbacchio et Giorno ont un super esprit qui marche bien. Ensuite, sur le trajet de la prochaine destination, ils, résolvent une énigme présente dans la clé et matent des bzaises. Je sais pas si c'est très pertinent, ça fait un petit gag, sur Fugo et Mista, si je ne m'abuse. Mais bon, si Fugo, le seul point qu'il a, c'est qu'il mate les bzaises de personnes qu'il doit protéger, c'est pas des plus passionnants. Et ensuite, ils vont à la gare de Néapolis prendre le train pour aller à Firenze, si je ne m'abuse. À moins que ce soit le nom du train. En étant poursuivis par deux frères assassins. Il y en a un qui peut faire vieillir absolument tout le monde. C'est un pouvoir sacrément puissant. Parce que tu peux même pas se rencontrer, tu peux juste réduire son efficacité en restant rafraîchi. C'est en fait, bah, plus ta température corporelle est élevée, plus tu vieillis vite. Donc tu peux juste réduire un peu sa vitesse, et c'est un sacré pouvoir en vrai. D'autant plus en étant accompagné de son jeune frère, qui, même s'il n'est pas très débrouillard, peut mettre un hameçon quelque part, comprendre ce que l'hameçon voit à distance, et gérer l'attraction et le poids de manière très réussie. Voilà. C'est donc à nouveau au tour de Mista de s'en occuper. Il est grave dans la merde à cause de l'hameçon au loin, mais arrive à s'en dépêtrer en faisant stresser son porteur à distance. Giorno, up, Mista a pile le bon pouvoir pour ça, ça tombe bien. Mais en vrai, le volume est un peu en automatique, un peu dommage de sa construction globale, un peu moins pertinent par moment, mais il y a toujours des très bonnes choses sur Abbacchio, sur Giorno, et même sur Mista et le stress de son adversaire. Je prends, ça reste un joli A. Ensuite, j'ai lu le volume 7 de JoJo's Bizarre Adventure, partie 5 Golden Wind, le dernier de notre fournée de janvier. On approche bientôt le milieu de la série, je crois que c'est 16. Au prochain, on aura fait la moitié. Zinzin, non? On a la suite du combat entre Mista et les deux frères.
Le grand frère est, sacrément malin, sacrément dangereux, sacrément sournois, piège, le train entier juste pour pouvoir piéger Mista et donc il lui éclate sa grande race et le tue, ce qui est quelque chose de plutôt violent et se sert de cette situation pour remettre son frère sur le chemin du courage parce qu'il se sent incapable, il se sent inférieur, mais ben, il suffit juste d'avoir la bonne mentalité, de se donner un peu plus et en vrai, il a largement le niveau pour, être pertinent, avoir du pouvoir et pour pouvoir aider, tu vois? Donc les 2 sont prêts à aller récupérer les camarades de Mista et à réussir leur mission. Mais heureusement, Mista a sacrément de la chance. Il avait, des glaçons, contre son crâne pour se rafraîchir et ces petites créatures de stand ont déplacé le glaçon assez vite au bon endroit pour arrêter les 3 balles qu'il aurait dû prendre dans le crâne. C'est un peu forcé. Des choses comme ça, une fois, ça passe, tu dis que c'est un pouvoir de stand, que c'est bien fort, tu prends, tu fais: «OK, c'est abusé, mais je prends». Mais il y a eu ça avec Giorno, le volume précédent, et il y a ça plus tard dans le volume avec peut-être que ça fait beaucoup de le faire 3 fois en 2 volumes, là ça commence à piquer un peu. Parce que grâce à sa survie, sur le fil, Mista peut prévenir Blono, qui est donc le suivant à devoir affronter les 2 frères. Il commence par le vieux, parce que c'est lui qui limite, l'état physique de tout le monde. Le combat est illisible, ils se battent au corps à corps en essayant de pas se faire toucher l'un l'autre. Donc, Blono s'ouvre des parties du corps grâce à sa fermeture éclair pour esquiver les coups de poing, ouvre son adversaire pour qu'il gère mal ses coups. Ça a l'air bien, mais c'est pas très lisible, ils sont trop proches et ça bouge beaucoup trop. Mais j'aime beaucoup leur état d'esprit à tous les deux, sur le fait d'essayer de faire le plus d'objectifs possible en un seul coup, même si ça implique de se sacrifier, par exemple. Tu peux te débarrasser de lui et protéger ton équipe si tu, ben, te jettes avec ton adversaire dans le vide. Et justement, Prosciutto met un dernier gros coup. Il se fait, rétamer, se fait dégager du train, arrive à se caler à un endroit au pif du train en étant mort, littéralement, mais son dernier souffle, c'est de maintenir son stand quelques minutes de plus pour que son frère puisse atteindre un niveau d'éveil, être motivé, suivre ses conseils, se lancer à fond, parce qu'il avait le potentiel depuis le début. Je préfère d'ailleurs ce duel-là, entre le petit frère avec son hameçon et Blono et ses fermetures. C'est à distance, c'est plus calme, c'est dans le fait de devoir cacher sa vie. Donc Blono vraiment se disloque dans tous les sens, sépare son cœur, arrête de vivre, pour que l'hameçon aille rechercher ailleurs en croyant l'avoir perdu. On nous dit, oui, ce n'est pas de la chance, Blono a survécu, a réussi grâce à son pari, parce que ben, comme il pense avoir gagné et en plus avoir perdu son adversaire, le frère arrête le train et c'est ça qui permet de faire revivre Blono. Oui, oui, c'est un pari réussi, c'est vraiment pas du tout de la chance que ça soit ça qui se passe, que le frère fasse ça et que ça sauve quelqu'un. Bien sûr, j'y crois. J'y croirais si c'était pas le troisième coup en 2 volumes, quoi. Et derrière, il y a le duel final, encore à corps, ça marche moins bien. C'est dommage. J'aime beaucoup la relation des deux frères et leur évolution. J'aime beaucoup le fait que ce soit Mista et Blono en avant, parce que Mista il est cool et que Blono il avait pas eu de vrai combat hormis Giorno au tout début. J'aime toujours beaucoup l'état d'esprit des personnages qui sont prêts à mourir et à se donner à fond, mais j'aime pas trop la conclusion du deuxième combat et le premier combat, parce que c'est pas très lisible, le corps à corps est pas très propre, et j'aime pas les sauvetages qui sortent un peu du chapeau. Ça, c'est un peu dommage. À voir la suite. Commence à déceler des points que j'aime moins, alors que la partie commençait sous de très bons auspices. Ensuite, j'ai lu le volume 7 de Dan Dadan. Le volume entier est plus ou moins un épilogue de l'arc précédent concernant l'œil maléfique. Le volume entier est concentré uniquement sur le fait d'essayer de le contrôler. Parce qu'évidemment, c'est turbo chiant à gérer de se transformer en œil maléfique qui veut tuer littéralement tout le monde autour dès que tu es en contact avec un liquide froid.
Ça limite un petit peu la vie et ça rajoute un petit peu de difficulté. On avait une solution toute tracée, mais Gigi est un personnage super cool. Souhaite quand même garder ce pauvre œil en lui, parce que ben tout ce qu'il veut depuis le début, c'est s'amuser, avoir des amis et arrêter d'être seul. Donc comme c'est mignon et qu'il est très déterminé, ça suffit à plaire à Seiko, donc la grand-mère de Momo, pour qu'elle l'adopte dans la famille. J'aime beaucoup cette famille dysfonctionnelle où tout le monde se soutient les uns les autres, c'est trop cool. À partir du moment où les gens sont motivés, sont pleins de détermination et sont mimi, ça passe tout seul, c'est trop cool. Et justement, tout le monde galère, tu vois. La nuit, quand il se lève pour faire pipi, euh, la rosée matinale, tout ce qui est liquide froid, ça pose problème, donc il est constamment surveillé. Dès que c'est difficile, tout le monde se remet en cause, tout le monde en souffre, tout le monde est très silencieux et gêné, parce que bah ça reste difficile à gérer, tu vois, de se détruire la gueule comme ça entre potes, sans vraiment le contrôler et en ayant à subir cette erreur. Mais ben tout le monde reste solidaire, c'était le cas depuis le début, à chaque problème, et bah ça doit rester après, c'est une sorte de grosse boucle, et c'est trop humain, c'est trop agréable à voir. En plus de ça, Momo et Okarun continuent d'être trop mignons, dans la voiture par exemple, et au Maid Café, dans le petit chapitre tranquillou qu'on a. Je suis un peu moins dedans pour l'entraînement de Okarun et de Eira pour passer au niveau supérieur. Juste, ils ont à comprendre qu'ils peuvent se battre sur un rythme plus rapide, qu'ils ont juste à le trouver en eux, par exemple en le chantant ou en le connaissant. C'est un petit peu limité comme façon d'avoir un pouvoir. C'est surtout basé sur la volonté de s'améliorer, amené par ses potes et leurs difficultés, mais sur l'entraînement en lui-même, je suis moins dedans. Le volume est sympa, mais il est un peu moins foufou. Il est très important et obligatoire, vu le problème global qu'est l'œil maléfique, hein, un enfant perdu qui veut juste s'amuser, mais bah, son amusement à lui, c'est tuer la Terre entière. On va dire que c'est dur à gérer, mais ça crée des situations très intéressantes au niveau de l'humanité des personnages, qui est une des grosses forces de l'œuvre. Je prends, c'est très bien. Ensuite, j'ai lu le volume 8 de Dan Dadan. Tout d'abord, on conclut cet entraînement. Il y a des idées cool hein, sur leur entraîneur qu'ils n'ont pas vraiment choisi. C'est des compositeurs qui sortent de tableaux qui sont un peu déformés. Il y a plein de chorales, il y a plein de géants, il y a plein de trucs cool. Mais sur ce qu'ils apprennent, bah, c'est vraiment juste avoir leur propre rythme et le gérer pour pouvoir taper plusieurs fois en un seul temps. C'est pas très intéressant. Heureusement, le reste du volume est plus réussi, on va pas se le cacher. On a Okarun qui est donc prêt à tenir tête à l'œil maléfique, il est déterminé, on se lance dedans, alors que l'équipe commence à être prêt à abandonner le fait de l'adopter. Mais non, Okarun lui tient tête, l'affronte, puis marchande avec lui pour essayer de le calmer, de le gérer, de lui offrir un temps contrôlé et régulier, afin qu'il arrête de vouloir tuer la Terre entière. Ça marche bien, c'est littéralement, ben, juste gérer un enfant, quoi. Et voilà, on peut garder l'œil maléfique, tout le monde est content, c'est un enfant qui va être heureux et bien élevé, grâce à des combats clandestins tous les mardis contre un adversaire unique. C'est mieux que tuer la Terre entière, écoute. Et surtout, ben, ça a bien fait évoluer tout le monde, tu vois, de voir regarder. Gigi dans son contrôle, Okarun et Aira dans leur pouvoir, et le groupe entier dans leur solidarité. C'est trop mignon, cette fin d'arc où tout le monde est prêt à réparer la maison de Momo et de Seiko. Parce que bah, maintenant c'est une team, maintenant c'est leur base, la maison est détruite par leur faute, ils veulent tous la réparer, alors qu'ils sont tous morts après cet arc qui les a fatigués. C'est trop bien de suivre un groupe qui est soudé comme ça, c'est trop agréable. Ensuite on a un chapitre rigolo qu'on prend, avec l'œil maléfique qui est à l'école. Maintenant, il peut sortir un peu tranquillement, en profiter. Il est moins violent, il découvre la vie. C'est drôle à voir. Et très vite, on nous lance dans un nouvel arc
On fait apparaître un camarade de classe, de Okarun qui est maladroit, qui est boulé, qui est obsédé, qui est décalé, qui les suit absolument, partout parce qu'il est jaloux de Okarun et alors qu'il paraît vraiment inutile, ses, connaissances, techniques, de science-fiction les aident à se débarrasser de l'ennemi qu'ils ont, actuellement sur les bras. Le personnage a un gros potentiel comique, à voir niveau combat comment il pourra servir. Parce qu'en face, ils sont quand même face à une créature invisible, puis géante, qui n'est autre qu'un kaiju. Le manga est complètement fou. Il enchaîne tout et n'importe quoi constamment. Ça marche toujours très bien parce que bah c'est l'univers, il est comme ça, on prend. Et ça marche toujours très bien parce que ben c'est porté par des personnages super humains, super attachants, qui sont trop agréables. Il y a quand même des mini moments de rythme, des moments de calme entre tout ça, qui aident à rendre les personnages attachants et qui marchent bien. Et bah c'est sacrément rythmé, c'est ça que je voulais dire. Bon volume, juste bah l'entraînement est le point négatif de ce volume et du précédent. Tout le reste est super. Encore un A. Ensuite, j'ai lu le volume 9 de Dan Dadan ce matin, et j'ai passé un super moment bien rythmé, bien drôle. Je prends. Notre petite équipe est coincée dans la maison de Momo, poursuivie par un kaiju qui se ramène et qui est gigantesque et vachement dur à gérer. Mais sous une super idée de Okarun, ils essayent de transformer la maison, vu qu'elle est construite en matériel qui fonctionne uniquement à l'imagination. Heureusement que Kinta le boulet est présent, parce que ben c'est le plus débile certes, mais c'est celui qui a le plus d'imagination et de connaissances en science-fiction. Donc il arrive à créer un robot géant et à le contrôler pour pouvoir affronter l'adversaire. C'est un système sympa pour mettre en avant un personnage avec des qualités bien différentes de ses camarades. Peut-être que le voir tout le temps être à distance comme ça sera un peu distant, du coup, dans les combats et pas très intéressant, mais à voir, ça peut être cool. En tout cas, le géant peut utiliser les pouvoirs également, ce qui est très pratique, et offre une fin de combat qui marche bien. C'est trop cool d'avoir eu le droit à un combat de Power Rangers dans un manga. Il y a toujours de bonnes idées dans tous les sens, c'est très cool. Et on découvre que dans le kaiju, c'est une petite alien très mignonne. Elle a l'air d'avoir une sacrée histoire parce qu'elle recherche un mari surpuissant. Mais ben, pour l'instant, on comprend pas bien. Donc on est un peu en train de délayer le temps en mettant beaucoup de gags autour de Kinta et Gigi, autour de Kinta et Vamola, autour de Kinta et Okarun. Peut-être qu'il est peut-être juste là pour le gag Kinta, c'est très bien, je prends. On nous introduit une petite difficulté autour de Okarun et de Momo parce qu'il y a de la jalousie dans tous les sens. Et surtout, on nous introduit plein de sujets en même temps que Vamola. L'arc va être sacrément dense. On a Vamola, son langage et son histoire qui n'est pas du tout avancé. On a un yokai qui est une femme à la bouche fendue, qui fait des concours de beauté avec ses adversaires, peut les enfermer dans son miroir, et Momo et Vamola arrivent à lui échapper en étant plus maline, en étant plus mignonne et en étant invisible. On a des aliens terrifiants qui sont largement au-dessus des serpents qui sont introduits. C'est un tome super important. Pour ajouter un nouveau membre surprenant, drôle et pour l'instant intriguant sur son entraînement à l'équipe. Pour ajouter un alien pour l'histoire, des aliens méchants, un yokai méchant et terrible. Et en plus de ça, bah c'est très drôle, les gags sont bons. On a beaucoup de passages sur l'acceptation de Vamola, qui va plutôt vite pour les garçons et qui est compliquée, mais plus intéressante du côté des filles, puisque c'est juste en s'attachant avec limite une très petite sœur, tu vois, un truc comme ça. C'est un super moment, c'est toujours foufou, les personnages sont trop bien, c'est trop agréable, rien à dire de plus, un S bien mérité. Ensuite, j'ai lu le volume 10 de Dan Dadan.
Nous voilà déjà à la moitié de ce qui est sorti actuellement. Ouais, c'est ça, exactement. On n'est pas encore, au moment où j'ai commencé à lire sur Manga Plus, vu que c'était dans le volume 15, mais on a déjà fait la moitié du chemin de la série globale. Heu, Encore une fois, j'ai pas enregistré le soir même parce que ce week-end, ça a été la course dans tous les sens. Ça m'a fatigué de, fou. J'ai été chez moi, que les 2 matinées, à peine et j'ai plein de trucs à faire, donc c'était la course. Ça m'a crevé. Finalement, cette, journée de boulot où j'ai été plutôt laissé tranquille, m'a plus reposé. Pour ce volume 10, j'ai encore passé un, bon, moment. J'ai commencé ma mini critique en écrivant, groupe débilos, j'adore. Je ne sais plus spécialement pour quelle raison et je peux plus trop, vérifier maintenant parce que c'est plus moi qui suis en possession du tome actuellement. Mais il me semble que c'est juste qu'ils font la fête et qu'ils sont, chez, la grand-mère, après avoir réussi à affronter et arrêter Vamola. Et juste, ben, avec, l'arrivée, de Quinta et l'arrivée de Vamola, on a gagné des personnages sacrément débiles en plus, qui créent des relations et des blagues dans tous les sens. Parce que Quinta, il a pas de sujet, très sérieux dans l'ensemble. Pour l'instant, il est juste là pour être, ridicule et pour coller un peu avec tout le monde, tellement il est léger. Et Vamola, bon, on est toujours, en questionnement de qui elle est, de ce qu'elle fait, de quel est son véritable message. Parce que, ben, on apprend par exemple la boule qui lui sert de moteur, c'est pas la boule de Okarun, mais c'est quand même une boule qui ressemble à une âme humaine, ce qui n'est pas forcément trop rassurant. Et une belle bande, d'aliens arrive dans le volume devant, littéralement, tout le monde, qui ont des pouvoirs, pas tout le monde, et annoncent qu'ils sont là, grâce à, Vamola, leur exploratrice. Et voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est spécialement impliquée là-dedans, elle fait seulement des trucs très mignonnes? Est-ce qu'elle se sert du fait d'être mignonne comme une couverture? Est-ce qu'elle est juste réellement mignonne et on l'utilise sans qu'elle soit au courant? Les questions se posent, c'est intéressant. Mais avant les aliens, il y a eu mon chapitre préféré du volume, très largement. La Le yokai à la bouche fendue, qu'elles ont affronté au volume précédent, imbattable. Donc, Ayase doit vivre caché pendant, 1 semaine et c'est horrible, cette pression qu'elle met constamment, toute la nuit, pour faire du bruit, pour la fatiguer, pour la pousser à l'erreur, en utilisant, ses sentiments, cachés pour Okarun, pour essayer de la faire sortir, en, dévoilant de l'amour et des choses comme ça. C'est terriblement dur et terriblement humain comme chapitre, j'adore! C'est trop cool à lire. Parce que sinon, le reste est un peu plus long, on a surtout beaucoup de combats d'un coup. Gigi et Eira ensemble contre un groupe d'aliens. Gigi veut se battre tout seul, c'est intéressant. Ça marche pas très bien pour l'instant, donc ça va être à bosser. Et il se sauve de justesse grâce à Eira, mais sont en très mauvaise forme. Okarun tout seul arrive à tenir longtemps, mais finit complètement éclaté et perd encore quelque chose. Heureusement, il est sauvé par la skille. Et Momo toute seule face à une sacrée armée de clones de Serpo. Heureusement, elle a un allié Serpo, à voir pourquoi est-ce qu'il l'aide, parce que pour l'instant c'est pas vraiment expliqué. Ça, c'est un peu lié à lui, parce que c'est des clones de eux et dont ils ont perdu le contrôle. Mais en même temps, bah, ils pourraient laisser faire, tu vois, finalement, ils ont les mêmes objectifs derrière. Mais non, il vient aider, et vient l'aider à se rappeler tous ses cours et tout ce qu'elle a vécu pour qu'elle ait un power-up et sache se battre en utilisant son énergie autrement que pour attraper. Donc encore une fois, des excellentes choses, hein. La dynamique de groupe, le chapitre sur la meuf à la bouche fendue, les questions sur Vamola, la volonté de Gigi de s'améliorer, l'évolution possible d'un Serpo, même si on n'a pas encore d'infos pour l'instant, et l'évolution de Momo. On a plein de très bonnes choses, mais en même temps, quand ils se battent juste contre des aliens, c'est un poil long et un poil fouillis. Là, c'est un peu moins bien. Mais c'était un bon volume pour terminer mon week-end sur un joli
Ah. Et enfin, j'ai découvert American History X parce que je suis allé manger, chez les darons et que ma belle-mère voulait nous montrer ce film depuis un petit moment à mon frère et à moi, parce qu'il l'avait, chamboulé quand elle l'avait découvert, adolescente. Je, peux comprendre pourquoi. Le jeu, d'Edward Norton est, sacrément, hypnotisant. Ça se voit qu'il a pris du plaisir et qu'il a bien recherché, son rôle de néo-nazi, qui essaye de se repentir. Il joue, très bien les 2 aspects. Il y a également des très bonnes choses au niveau, de la forme, notamment, le noir et blanc dans les différents flashbacks, qui a un sens avec le sujet global du film, qui est donc, ben, sur le nazisme, le racisme et le fascisme. Ça a forcément un peu de sens d'avoir littéralement les flashbacks où le personnage est à fond dans son idéologie en noir et blanc, et la vie actuelle où il a évolué, il a compris que c'était de la merde, que toutes les couleurs se valent, où le monde est en couleur. Ça a du sens, ça marche bien, c'est très visuel en plus. Et il y a pas mal de plans très zoomés, juste quasiment sur le visage des gens, parce que bah, c'est très à émotion et très à échelle humaine, vu que bah, c'est très sur l'idéologie et le racisme, ça marche bien. Et l'explosion de violence et de sang final marche très bien et est plutôt très marquante pour la rétine, parce qu'il n'y a littéralement rien d'autre de ce genre-là dans le film avant. Alors qu'il y a eu plusieurs occasions d'en faire autant, mais c'était soit limité par le noir et blanc, soit fait avec des coupes ou de manière distance ou lointaine. C'est la première fois, à la toute fin, que c'est aussi visible et de front, c'est plus marquant. Et ça a du sens, tu vois. Avant, c'était une violence qui était légitime, normale pour lui, donc bah, c'était pas à montrer comme tel. Là, c'est de la violence qui découle de ses erreurs qu'il a pas réussi à corriger à temps. Donc il le voit vraiment comme de la violence, et bah, ça explose. Franchement, le film a une forme exceptionnelle pour son message. Mon problème, c'est que le message, qui était vendu comme très violent et horrible par ma belle-mère avant de nous montrer le film, et par mon père pendant le film, parce qu'évidemment, il parle pendant les films, c'est vraiment super agréable, j'adore ça. Bah, le message est très en deçà de la réalité actuelle, hein. J'ai été beaucoup plus glacé en découvrant le d'une personne au volant de sa voiture par les soldats de l'ICE aux États-Unis, et par tout le discours des politiques derrière, en mode oui, elle était dangereuse, elle a fait n'importe quoi, il a fait que se défendre, il a bien fait. En plus, c'était une sale gauchiasse qui était là juste pour foutre la merde et le danger. Et le message, alors qu'il y a des preuves vidéo que c'est n'importe quoi. C'est pas sur le racisme, parce que là, du coup, c'est pas lié à ça, mais on a la même idée de violence pour des extrêmes en tout genre, liés à la pauvreté, parce que c'est ça le vrai sujet d'American History X. Et ouais, comme l'actualité est beaucoup plus violente, ben le film finalement, même s'il a une forme exceptionnelle qui va trop bien avec ce qu'il raconte, c'est un peu en deçà. Je l'ai découvert trop tard par rapport à ce que la vie est réellement, et c'est un poil trop léger. Alors que c'est trop intéressant de voir un ancien nazi qui sort de prison en ayant bien changé et évolué grâce à un très bon pote prisonnier qui s'est fait et qui était très ouvert. Et on découvre son petit frère absolument fan de lui, de ce qu'il a fait, qui raconte petit à petit la haine qu'il avait de base, liée à son éducation, et à la perte qu'il a eu plus jeune, le fait que ça a été utilisé à mauvais escient, ses erreurs qui ont mené à le faire payer plusieurs fois, sa rédemption, et ben trop tard pour réussir. Très bon film, très important, mais bah,
Maintenant, c'est un peu tard et en plus de ça, même si, les personnes concernées le voient, ils vont juste se dire: «Peuh! Ah vous voyez? À la fin, il perd quelque chose parce qu'il a arrêté de suivre cette idéologie». Au lieu de comprendre que, bah, c'est parce qu'il l'a suivi trop longtemps que ça pose problème. Puis surtout, comme à la fin, c'est un noir qui tue un blanc, bah, forcément, on a raison, non? Voilà, et entre le fait que ça peut être facilement détourné, en étant des abrutis, et le fait que c'est un poil trop léger, c'est les points qui me freinent un peu, alors que le film est vraiment super. Mais pas de politique de mon film évidemment, hein. Et voilà pour cette semaine. Et voilà une deuxième semaine que j'enregistre plus ou moins pendant qu'elle s'écoule. Ça marche plutôt bien, c'est cool. Hop là, et jolie rime. Il me reste plus beaucoup à bosser pour être à jour, parce que là, j'aimerais bien faire, l'épisode sur 2025 d'ici, vendredi, donc dans 4 jours. Faire l'épisode sur la semaine 1 d'ici dimanche dans 6 jours. L'épisode 2 c'est déjà fait. L'épisode 3, hop, on vient de le terminer. Et il restera l'épisode 4 qui sortira dimanche 1er février dans les temps de sa sortie habituelle et on sera à jour à ce moment-là. Alors qu'on avait un beau retard. Ça marcherait bien comme ça. On verra si la réalité sera décevante. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Quant à nous, on se revoit logiquement dimanche 1er février à 15 h pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt.